La chaleur autour du méchoui qui cuit pendant des heures, les immenses tablées familiales, l'accent pied-noir chantant, l'odeur des melfoufs et des poivrons grillés. Tout ça, c'est une partie de mon enfance. Et tout ça, c'est aussi un héritage de l'Algérie, d'où vient la famille de ma mère. Comment cet héritage pied-noir peut être une source de tabou et de nostalgie à la fois ? Qu'est-ce qui reste de l'Algérie dans ma famille 60 ans après ? Et leur histoire, est-ce qu'elle laisse des traces dans les générations suivantes ? Comment la famille a vécu le départ ? Et comment vivait-il au fait, là-bas ? J'ai questionné ma famille. Ils m'ont confié des bouts de leur vie et des récits qui recoupent l'histoire avec un grand H. Pendant des mois, j'ai plongé et j'ai été happée par cette histoire. Ce podcast, c'est une partie des réponses aux questions que je me posais sur ma famille, sur les pieds noirs en général, sur la mémoire et la transmission. Je suis Laurence Bottin et vous écoutez la série Ma famille pieds noirs. Mais c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que papa et maman n'ont jamais beaucoup parlé d'Algérie. Servez-vous à boire et à manger, hein. Ce que j'ai vécu, moi, je vais vous le raconter. Je trouve que, évidemment, les pieds noirs avaient quand même des idées un peu arrêtées. Et c'est moi qui lui remets le bouquet de fleurs à De Gaulle. Bon, après on sait ce qui s'est passé, hein. Enfin, on longeait sur un trottoir en ville et on entendait des mitraillettes. Quand on est arrivé, papa, on n'a pas sauté au plafond, hein. Et du coup, toi, tu te sens quoi ? Ben moi, je suis pied noir et corse et français. D'avancer, quoi. Moi, je pense que j'ai gardé la culture du terrain, de la terre, de cultiver, d'avancer comme ça. Cet épisode s'intitule « Ce qui reste et ce qu'on transmet ». Au fil de mes entretiens, j'ai souvent posé la même question aux membres de ma famille. C'est quoi être pied noir ? Voici les réponses de Philippe, Marilyn, Marie-Blanche, Pierre et Alain. Ils sont tous nés en Algérie et partis à des âges différents. C'est quoi être pied noir pour vous ? Vous pensez que vous avez grandi dans une culture un peu différente de vos camarades de classe ou... Moi, je dirais oui. Ouais, moi aussi. Il y a quelque chose qu'on garde qui... Oui, on est à part, Enfin, dans notre vie, qui c'est le déroulement de notre jeunesse. Et l'exemple de nos parents, les oncles et tout ça, à la ferme notamment à Pérologo, moi, m'a apporté beaucoup au niveau du travail, du respect et des valeurs des choses, quoi. Oui, puis de la famille, d'être solidaire, oui, voilà, en famille. Et d'avancer, quoi. Moi, je pense que j'ai gardé la culture cette culture qu'ils avaient du terrain, de la terre, de cultiver, d'avancer comme ça. Et de construire. On se bat, on y va. Et de se retrouver, de manger ensemble. Voilà. Et donc voilà, suivant les cultures, on se retrouve entre nous. Bon. Ouais, t'es pied noir. Voilà, on se retrouve entre pieds noirs. Bah, c'est vrai. Vos parents, ils avaient surtout des amis pieds noirs ou c'est juste qu'il y avait des moments où vous vous retrouviez entre pieds noirs ? Attends, puis on avait comme autre ami. On les n'avait parents, pas ils y tellement allaient, d'autres amis que la famille. C'est vrai. En fait, on n'était pas ouverts aux autres, quoi. Non, on se retrouvait entre nous. Hein. Oui. C'est quoi pour toi être pied noir ? Qu'est-ce que ça... Si je te dis ça, tu penses à quoi en fait ? Ben quand on n'est pas... oui, on est français, mais sans être français. C'est comme corse sans être français. Voilà, c'est pas une espèce d'identité à part, quoi, je dirais.
Oui, en principe, le pied noir, il est plus famille, plus... Moi, je suis peut-être l'exception. Ok, en ce sens-là, il doit peut-être ressembler un peu aux Corses aussi. Oui, les Corses aussi, c'est très famille. Et du coup, toi, tu te sens quoi? Là, si je te... Ben, moi, je suis pied noir. Et Corse et français. Ouais. Ah non, moi, j'assume. J'ai toujours dit que j'étais pied noir. Et après, avec qui t'en parles maintenant? Si t'en parles de l'Algérie, de tes souvenirs, de l'enfance. Pas grand monde, personne. T'en parles pas avec tes enfants, par exemple? Si tu me poses des questions, oui, mais bon, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. D'accord. Et t'en parlais beaucoup avec Pépé? Non, jamais. Jamais. Non, lui, il était passé à autre chose. Hein. Je dis, mon père, c'était un optimiste, il regardait devant, il ne cherchait pas à comprendre. Lui, il avait tourné une page. Non, mais quand tu lui posais des questions... Oui. Non, il n'était pas traumatisé. Hein. Non, il n'était pas traumatisé. Récemment, en parlant des racines familiales, mon oncle Pierre m'a dit « Je sens que je viens de nulle part ». C'est drôle parce que c'est exactement l'expression qu'a toujours utilisée ma mère. Elle est née en Algérie, puis elle a grandi en Corse. Elle a vécu la plupart de sa vie d'adulte dans la région niçoise, avec quelques années au Maroc, à Tahiti et en Guyane. Aujourd'hui, ma mère ne se sent pas corse, elle ne se sent pas niçoise, et quand on lui demande d'où elle vient, elle dit « de nulle part, mais je me sens méditerranéenne ». J'ai toujours trouvé ça incongru, et un peu triste aussi. Ça me faisait l'effet d'un grand arbre, comme un arbre généalogique et qu'on ne saurait pas où planter. Et il y a quelques mois, je suis tombée sur un témoignage de Danielle Michel Chiche qui dit exactement la même chose. Danielle Michel Chiche, c'est une personne qui m'a marquée. Elle est pied noir d'Alger, où elle est née en 1951. Elle est l'une des rescapées de l'attentat du Milk Bar à Alger, le 30 septembre 1956. Elle avait 5 ans, elle mangeait une glace avec sa grand-mère. Une bombe a explosé, elle a perdu sa jambe gauche et sa grand-mère est décédée. Voici un extrait d'un reportage d'Arte dans lequel elle est interviewée. Je suis restée 6 mois à l'hôpital, mais après, une fois qu'on m'a appareillée, j'ai marché et puis j'étais une petite fille qui avait envie de jouer, de vivre. Mais une petite fille qui va vivre au cœur des tumultes, des violences grandissantes qui secouent Alger. Les souvenirs les plus violents que j'ai, c'est la dernière année et c'est les exactions de l'OAS. Un matin, en allant à l'école, on longeait un marché qui était près de la maison. Tous les vendeurs arabes étaient morts, avachis sur leur étal. Ils avaient tous été fusillés. Donc j'étais contente de partir parce que ça allait être une vie plus normale quand même. Hein. Et puis parce que j'en avais assez de porter cette histoire de la petite fille du Milk Bar. Je pense que dans l'avion du retour, j'étais la seule à être contente. Probablement tout le monde pleurait. Enfin, j'ai ce souvenir quand même que oui, les adultes laissaient leur vie derrière eux. Il n'y a pas de rancune, ni rancœur, ni de colère. Et je me suis construite à l'inverse de mes parents. Eux, ils ont vécu dans la tristesse et dans la colère et dans la rancœur. Et moi, comme j'avais choisi le parti de vivre, j'ai fait mon chemin sans regarder tout le temps dans le rétroviseur et donc sans avoir de colère. Au cœur de sa vie, l'engagement et surtout le combat féministe. Au MLF, le mouvement de libération des femmes, et dans cette maison des femmes à Montreuil, où elle a beaucoup milité. Ma mère était une femme juive d'Afrique du Nord, assez traditionnelle, et donc soumise à la loi de son mari. Et je me disais, moi je veux pas de cette vie-là. Jeune étudiante à Paris, à la fin des années 60, elle s'engage aussi pour un court temps au Parti communiste. Un PC très anticolonialiste et très hostile à l'époque à la communauté pied-noir. Mon engagement politique et mon histoire m'ont mise en porte-à-faux l'un par rapport à l'autre. Autour de 20 ans, quand j'étais encore au Parti communiste, quelquefois, je n'osais pas dire que j'avais été blessée pendant la guerre d'Algérie. Je disais, j'ai eu un accident de voiture. Parce que je sentais bien qu'il y avait une adéquation entre les deux. On aurait attendu de moi que je sois nostalgique et donc droite, extrême droite. Qu'est-ce qui reste des pieds noirs? J'ai transmis à mes enfants le fait que je suis une méditerranéenne. Je suis une juive laïque de Méditerranée.
il va y avoir des choses qui vont être transmises de manière diffuse, inconsciente aussi. Je crois que je comprends maintenant ce que ma mère veut dire. Quand on ne peut pas vraiment s'identifier à des racines géographiques, j'imagine qu'on se raccroche à une identité culturelle. Être méditerranéenne, c'est une culture. Ça définit peut-être pour ma mère l'importance de la structure familiale, une certaine forme de multiculturalisme, et puis des paysages, des odeurs, des traditions culinaires qui lui semblent familiers. Quand elle dit qu'elle vient de nulle part, ce n'est pas triste. Cet arbre que je me figure, il n'est planté nulle part, mais en fait, il est vigoureux. Pour essayer d'avoir un regard plus objectif sur les pieds noirs, j'ai aussi pas mal parlé avec mon père. En tant que pièce rapportée dans cette famille, il devait avoir une idée sur ce qui différencie ou pas les pieds noirs. Maman, et je l'ai connue, j'avais 28 ans, 27. Étant dans la famille, puisqu'on passait une grande partie de nos vacances d'hiver ou de printemps et d'été en Corse, et ce que j'ai trouvé de bien dans cette famille, c'est justement l'esprit de famille. C'est-à-dire que, un peu comme ma famille à moi, mais encore plus développé parce qu'ils étaient plus nombreux, il y avait tout le temps des gens à la maison qui venaient manger, qui venaient passer la journée, de la famille, des amis. Il y avait un esprit communautaire, dans le meilleur sens du terme, un esprit de partage et de valeurs avec lesquelles je me sentais totalement en harmonie. Et donc j'ai trouvé des éléments communs entre l'esprit latin, je dirais, et puis l'esprit pied noir. Quand il y avait des grandes réunions de famille et qu'il y avait de nombreux invités, on était 30, 35, 40, beaucoup découle du fait que c'était une grande famille et que le déracinement, je pense, avait conduit beaucoup de pieds noirs qui étaient en Corse à resserrer les rangs et à s'inviter. Donc il y avait la famille, mais il y avait aussi des amis. Quand il fallait prendre des vaches dans les prés et les conduire à l'abattoir ou les changer de place ou les vendre, eh bien on faisait appel à des amis ou à la famille et on était assez nombreux pour donner un coup de main. Donc voilà, donc une grande entraide et ça me plaisait bien. D'accord. J'ai eu le point de vue du vécu de l'intérieur, donc de l'Algérie, par ma belle famille. Et c'est vrai que le côté humain de gens qui sont déracinés à l'âge adulte alors qu'ils ont fait leur vie, qu'ils ont leurs attaches, leurs enfants, voire petits-enfants, dans un pays, c'est sûr que humainement c'est un drame. Même si la dimension géopolitique de la chose, évidemment, leur échappe. J'ai trouvé que ces gens avaient beaucoup investi humainement et laborieusement en Algérie. Ils avaient réussi leur vie, ou ils estimaient qu'ils avaient réussi leur vie, et je pense que leur vie en Algérie était réussie, mais au prix de beaucoup de travail et d'attachement à leur patrie. Et donc cette patrie, elle était double, elle était à la fois française et à la fois algérienne. Du coup, tu n'as pas complètement répondu à la question. Est-ce que concrètement, ça te posait problème ou un dilemme intérieur, le fait d'être engagé à gauche et d'avoir une belle famille pieds noirs qu'en plus tu aimais bien? Non, mais pas du tout, parce que il y avait l'aspect humain et que l'aspect humain, il prévaut sur des analyses théoriques et que donc ces personnes, elles avaient été en Algérie parce qu'elles étaient en France dans des situations, des conditions sociales difficiles. Je dois dire que l'assimilation s'est faite facilement et que je ne ressentais pas de contradiction entre mes idées et puis le vécu de cette famille. Ce qu'évoque mon père à la fin de son témoignage est important. En fait, avant de faire ce voyage en Algérie en 2006, j'avais des craintes. Je repensais à ce que j'avais appris dans les livres. Connaissant la violence du système colonial et l'indépendance arrachée au prix du sang, comment est-ce qu'on allait être accueillis là-bas? Et plus généralement, comment moi je pouvais me situer par rapport à cette histoire familiale? L'accueil des Algériens m'a rapidement fait redescendre sur terre et fait disparaître ces angoisses existentielles. On ne représentait pas la France colonisatrice, on était juste des membres d'une même famille qui voulait retrouver un bout de son passé. On n'avait pas à porter tout le poids de l'histoire. Évidemment, la ligne juste, c'est de condamner la colonisation. À partir de là,
Rien n'empêche de vouloir comprendre ce qui s'est passé et comment les événements ont été vécus par les uns et par les autres. Et il faut garder en tête que chaque témoignage ne représente qu'une histoire personnelle. Pour revenir à ce voyage en Algérie, en 2006, il s'est avéré inoubliable. D'abord parce que c'est rare de partir en vacances avec 30 personnes de sa famille. On avait 2 minibus pour nous transporter, l'ambiance était bruyante et joyeuse. C'était une sorte de colonie de vacances intergénérationnelle. On est arrivé à Oran, à l'aéroport d'où la famille était partie. Je me souviens qu'on a tous pensé qu'il y avait beaucoup de militaires, avant de se rendre compte qu'en fait ils nous suivaient, nous. Nous étions escortés et on ne nous avait pas prévenus. On a visité Oran, qui est une très belle ville. On a essayé de semer les militaires sans succès. Il faut dire qu'on était assez peu discrets. Et puis ensuite, on est allé à Relizane, à Tiaret et puis à Federbe. On a évidemment très bien mangé et ma mère a retrouvé les semaines de son enfance. Les paysages qu'on a traversés étaient grandioses. Au bout de quelques jours, nous sommes arrivés à Federbe, le village d'où vient la famille de mon grand-père. Et là, au bout de quelques minutes, nous n'étions plus 30 mais plus de 100. Il y avait un attroupement incroyable autour de nous. Je revois mon grand-père au milieu de la foule qui retrouve des voisins, des ouvriers, des amis qu'il n'avait pas revus depuis des décennies. Il parle avec tout le monde, évidemment, ils parlent en arabe donc je ne comprends pas trop ce qu'ils disent, mais il a l'air si heureux. J'ai cette image de mon grand-père en mémoire, il a à la fois des larmes qui coulent sur ses joues et un sourire qui ne le quitte pas. Mon grand-père et ses frères ont retrouvé la maison où ils ont grandi. La propriétaire nous a fait entrer, elle avait l'air émue elle aussi. On les a pris en photo tous ensemble. Et on a traversé le village, les gens nous ont aidés à trouver les autres maisons, le transformateur électrique que mon arrière-grand-père avait construit, etc. Je me souviens aussi d'un immense méchoui organisé par le frère de lait d'un cousin de ma mère. Une grande tablée dans un pré, on devait être une 50aine de personnes. Toujours entourés des militaires avec lesquels on avait fini par sympathiser. C'était un voyage émouvant mais très joyeux. Et pourtant, on a passé aussi pas mal de temps dans les cimetières à essayer de retrouver des sépultures. Les cimetières n'étaient pas en bon état, beaucoup de tombes étaient ouvertes et on voyait parfois des cercueils apparents. Dans ce jeu de piste un peu macabre, il nous est arrivé un petit miracle que je vais laisser Joseph raconter. Oui. Là aussi, la tombe de ma maman, que j'ai trouvé qu'elle était intacte, pour ainsi dire. Mais donc ça t'a fait plaisir de voir qu'elle était intacte? Ah oui, ça m'a... Là, j'ai pleuré. C'est Léon ou c'est toi qui avais apporté une fleur? C'est moi. Et donc on a cherché le cimetière où ta maman était enterrée. Oui. On l'a trouvée. Oui. Quand je l'ai vu, ça m'a ému, ça m'a rappelé des souvenirs. Puis enfin, de l'avoir, que la tombe était intacte, ça m'a fait plaisir. T'avais peur qu'elle soit abîmée? Puis d'ailleurs, je ne sais pas si sur les photos, on voit, il y a eu quelqu'un qui a remis du ciment. Enfin, je ne sais rien. Qui c'est qui a fait ça? En fait, sur la photo, on voit que la pierre où il a écrit son nom, elle est tombée ou elle a été cassée et qu'après, quelqu'un a recimenté. Oui, sûrement, oui. C'est que, soit qu'ils connaissent le nom, enfin la famille, qu'elle est respectée. Ça prouve qu'ils étaient aimés dans le village. C'est un sentiment de soulagement aussi que décrit Gérard, le cousin de ma mère, quand il pense à ce voyage. Non mais moi ça m'a fait plaisir de repartir. Ça d'y retourner et puis de repartir, mais bien quoi. Pas en prenant un coup de pied au cul quoi, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Ça m'a fait cette impression en fin de compte. Parce qu'on était très bien reçus après. Hein. Ça, il faut dire ce qui est. Hein. Enfin, j'ai eu l'appréhension quand on est arrivé, quand on s'est retrouvé au milieu des gendarmes, quand ils nous escortaient à chaque excursion. Là, je me suis dit, c'est pas bon, quoi. Ils nous en veulent encore ou on ne sait pas ce qui se passait, quoi. Bon, après, on a su que c'était le gouvernement algérien qui avait bien voulu qu'on y aille, mais sous escorte, parce que ça bougeait quand même, ça commençait à bouger, hein, en Algérie encore. Hein. Et puis, après, on a été super bien reçus par tout le monde. Et non, franchement, non, j'ai pas eu l'appréhension après. Ça t'a ravivé des souvenirs d'être là-bas? On est allé à Relizane. On a visité où ma mère était au lycée, ou je sais pas où. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Oran. Oran, c'est la ville où on est parti, quoi. Et puis Federbe. Federbe, ça, pour moi, c'était le summum, Federbe. Ouais. Surtout en voyant Roger,
qui retrouvaient enfin les ouvriers et ils se tombaient dans les bras l'un de l'autre. C'était vraiment émouvant, quoi. Ouais. C'était beau, quoi. Et après, t'avais raconté à ta mère? J'ai raconté, mais elle se fermait sur le GD. Elle s'est toujours fermée sur l'Algérie, ma mère. Mon père aussi, hein, il voulait plus entendre parler après. Il se refermait dès qu'on parlait d'Algérie, ça se refermait. Au moment de se pencher sur ce qui reste de cette histoire pied-noir, évidemment, je pense aux grandes réunions familiales et aux traditions culinaires spécifiques, ce mélange de cuisine algérienne, espagnole et française. Mais au-delà de l'importance de la famille, de la convivialité et de l'entraide, moi je suis persuadée qu'on nous a surtout transmis autre chose, l'envie d'aller voir ailleurs. C'est peut-être un legs spécifique de mon grand-père, je ne sais pas. En tout cas, parmi ses descendants, plus d'un tiers vit ou a vécu longtemps loin de la France. En fait, c'est énorme. En comparaison, en France, le taux d'adultes expatriés est de l'ordre de 3%. Je crois que quelque part ma famille a valorisé ça, le fait d'avoir l'envie et la curiosité de changer de vie, et qu'on l'a intériorisé. Et j'imagine aussi que quand on se sent déraciné, c'est plus facile de partir. Mon oncle Pierre a également son idée quant à ce qu'on lui a transmis de façon inconsciente. Et moi, il y a un truc qui m'a... Depuis que je suis parti un peu à la retraite, là, et j'ai un peu plus de temps pour cogiter, et je me demande si le fait de partir comme ça, de tout laisser, ça peut influer sur tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu vois. Je pense que ça y a fait. Là, il n'y a pas longtemps, Quentin me dit, ouais, mais Quentin, c'est le dernier. Il dit, ouais, mais de toute façon, toi, tu te fous de tout, ça n'a pas d'importance, ça passera, tout ça. J'ai dit, c'est là que j'ai commencé à... Je me suis dit, oui, si tu attaches d'importance à plein de choses, du jour au lendemain, tu peux partir et tout laisser. Donc, c'est pas la peine de se traumatiser pour certains trucs. Hein. Si ça se fait, c'est bien, et si ça se fait pas, c'est pas grave. Hein. Je pense que ça a influé sur ma façon d'appréhender la vie. Pourtant, je ne m'étais jamais rendu compte, hein, je ne m'étais jamais posé de questions existentielles ou quoi. J'étais un peu comme mon père. Hein. Il fallait aller en avant, on va en avant, on avance, et puis on fait ce qu'on peut, et puis c'est tout. Mais Quentin, il t'a dit ça comme un reproche, en fait, comme si... C'est ça, il dit, mais de toute façon, toi, tu te fous de tout, c'est pas grave, ça va passer. Oui, mais bon, si du jour au lendemain, tu pars, tu laisses tout. Tu repars à zéro. Mon père a 40 ans et il est reparti à zéro. Hein. Oui. Il s'est jamais plaint. Je me demande aussi ce que j'ai appris et ce que je retiens de ces mois passés à essayer de retrouver un bout du passé. Évidemment, j'ai appris beaucoup sur l'histoire. Je me suis aussi rendu compte que nous étions nombreux à nous poser les mêmes questions. Et la majorité du temps, c'est la 3e génération qui prend la plume pour écrire des articles, un livre, créer un documentaire ou un podcast. C'est assez constant. Il y a la génération qui a quitté adulte l'Algérie, celle d'après qui est née là-bas mais n'a rien construit en tant qu'adulte, et puis la 3e génération. C'est cette dernière qui se pose des questions, s'autorise à les énoncer, et c'est à elle qu'on donne des réponses. Dans le cas de ma famille, mes grands-parents ne voulaient pas vivre dans le passé, ils regardaient devant. Ma mère pense aussi qu'ils ont voulu se protéger et protéger leurs enfants, et donc ne pas ressasser les souvenirs parfois douloureux. De fait, ils ont très peu évoqué leur passé en Algérie qui a pourtant représenté 40 ans de leur vie. Il faut dire qu'en plus, ma famille n'est pas connue pour être très loquace, mais je dois dire que tous ont accepté de me parler. À ma génération, j'imagine que c'est plus facile de raconter ses souvenirs. Sur un tout autre registre, puisqu'il s'agit de la Shoah, Céline Masson, dans Balagan dans la filiation, écrit une phrase qui s'applique très bien à ma quête dans le cadre de ce podcast. Elle dit « La 3e génération est celle qui déterre les secrets. Elle tire de la bouche les mots qui n'ont pu être dits par la 2e génération et que la première a ravalés. » Qu'est-ce que j'ai appris d'autre en faisant ce podcast ? Que mon grand-père souhaitait rester vivre en Algérie, je l'ignorais. Et je suis d'autant plus impressionnée par le fait qu'il n'a jamais été dans une posture de regret. J'ai aussi eu l'impression de passer du temps avec lui. Et j'imagine que ça transparaît au fil des mots, j'aimais beaucoup mon grand-père. Je me suis aussi mieux figuré la vie de ma grand-mère que je n'ai pas connue. Elle était le cœur de la famille. J'aurais aimé connaître cette personne formidable et j'aurais aimé qu'elle me raconte aussi son point de vue de fille, de femme et de mère sur cette époque. Parce que beaucoup de l'histoire que j'ai racontée, c'est celle des hommes. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions que je me posais, mais j'aime l'idée que ces témoignages restent.
J'aimerais que ça aide à faire en sorte que ma fille ou les cousins de sa génération ne passent pas à côté des choses comme moi. J'ai mis des années à comprendre pourquoi mon grand-père avait été la cible d'attentats en Corse et je ne l'ai pas assez questionné sur l'Algérie. Et j'aime l'idée qu'un jour, ma fille pourra écouter cette histoire en sachant que c'est aussi un peu la sienne. Merci à tous ceux qui ont bien voulu témoigner dans le cadre de ce projet. Fatima, Georgette, Gisèle et Joseph, la fratrie, Pierre-Alain, Joël et Brigitte, les cousins, Gérard, Jean-Luc, Marilyn, Marie-Blanche et Philippe, mon père Pierre. Merci aussi à Pascal, Marlène et Basile pour leur aide, Sandrine Hippolyte pour la vignette d'illustration, et enfin merci à Xavier Cutalian d'avoir prêté sa voix à ce podcast.